Une fois n'est pas coutume, on va commencer par un tweet positif du compte Physics in History, qui nous parle de Albert Frank Cox, qui est né en 1895 et mort en 1969, qui était la première personne afro-américaine à obtenir un PhD, donc un doctorat en mathématiques en 1925. Donc à cause des préjugés raciaux, son, euh, son directeur a eu de thèse a été accepté d'abord par une université au Japon avant d'être accepté aux États-Unis. Voilà. Alors, on continue. Et donc, on a le contemplateur qui nous dit: chaque jour, des millions d'utilisateurs portent des écouteurs sans fil pendant plusieurs heures. Ces dispositifs fonctionnent grâce au Bluetooth, une technologie reposant sur des ondes électromagnétiques de faible puissance émises à proximité immédiate du crâne. Cette proximité, quelques millimètres seulement des tissus cérébraux, alimente depuis plusieurs années un débat sur les effets potentiels d'une exposition prolongée. Certains chercheurs avancent l'hypothèse d'un impact biologique possible à long terme. Ils évoquent notamment une perturbation du fonctionnement cellulaire, en particulier au niveau des mitochondries, structures essentielles à la production d'énergie. D'autres travaux mentionnent une interaction possible avec les canaux calciques, voltage dépendant, mécanisme impliqué dans la communication cellulaire. L'une des conséquences théoriques serait une augmentation du stress oxydatif, phénomène déjà associé à divers processus inflammatoires. Des interrogations existent également concernant le rythme circadien. Certaines études explorent un lien potentiel entre exposition aux ondes et altération de la sécrétion de mélatonine, l'hormone clé du sommeil. Fatigue persistante, troubles de la concentration, maux de tête ou anxiété sont parfois cités parmi les symptômes rapportés par des utilisateurs sensibles, bien qu'aucun consensus scientifique solide ne permette à ce jour d'établir un lien de causalité clair. Face à ces incertitudes, certains spécialistes recommandent des mesures de précaution simples, privilégier les écouteurs filaires pour supprimer l'émission Bluetooth au niveau de la tête, activer le mode avion lorsque cela est possible et limiter le temps d'exposition quotidien si l'environnement technologique global reste difficile à maîtriser. Antennes relais, Wi-Fi urbain, objets connectés, les usages individuels, eux, peuvent être ajustés. La question demeure ouverte dans un monde saturé d'ondes. La proximité immédiate est-elle un facteur déterminant ou un risque surestimé? Voilà, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je vous avoue que j'utilise tous les jours un casque Bluetooth, donc ça me dérange un petit peu. Il faudrait que je sois un peu plus curieux par rapport à ça. Alors, une bombe qui vient d'être lâchée pour tous les enfants des années 90. Epstein Files reveals Courtney Love murdered Kurt Cobain. Là, je suis complètement abasourdi. C'est très surprenant parce que euh, Kurt Cobain avait été présenté comme faisant partie du club des 27, c'est-à-dire les artistes qui se sont suicidés à 27 ans. Et je sais pas comment ça se fait qu'elle apparaît dans les Epstein Files et que ce soit à l'occasion des Epstein Files qu'on apprenne que c'est elle qui a tué Kurt Cobain. C'est hallucinant. Alors il faut croire que Epstein il aimait les ragots apparemment. Bon, ça c'est nul. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? La Cour de justice de Floride, blablabla. Donc, Alan Dershowitz, c'était l'avocat de Epstein, notamment pour le procès de Palm Beach. Là, on est en octobre 2015. Et qu'est-ce que ça vient faire là? Donc, il y a des documents de témoins, d'accord, mais je vois pas où est le rapport avec Courtney Love. Ok, donc l'un des mots qui est entouré,
dans le livre est Courtney Love. Savez-vous qui elle est? Donc non. Donc si je vous dis que c'est une actrice célèbre, est-ce que vous avez une raison de questionner ça? Donc selon vous, selon votre opinion, est-ce que Courtney Love était impliquée dans un trafic sexuel? Je sais pas. Est-ce qu'elle a été témoin d'un trafic? Son nom est entouré dans le livre, on peut le montrer. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Est-ce que Bon, on va essayer de voir. Donc il y a Courtney Love, Donald Trump et Alan Dershowitz. Ils sont tous encerclés de la même manière. Oui, c'est une sorte de boîte. Donc d'après ces documents, est-ce que vous inférez que Courtney Love est impliquée dans une sorte d'abus sexuel sur mineurs? Ils sont chiants de parler de façon indirecte. J'inférerais que si je devais mener une investigation criminelle via le FBI et que j'étais en train de trouver des gens qui auraient des informations pertinentes, ce serait l'une des personnes à laquelle je parlerais, à laquelle je voudrais parler. Et je veux dire, les noms qui sont entourés ici, il y a Ghislaine Maxwell, qui a été identifiée comme étant une trafiquante, et Epstein aussi. Je rappelle que ça, c'est en 2015, hein, 4 ans avant qu'il soit arrêté. Comment ça se fait que Courtney Love... Parce que Kurt Cobain, il est mort dans les années 90, si je me souviens bien. Ou alors au tout début des années 2000, hein. C'est assez hallucinant. Bon, en tout cas, là, il n'y a rien d'écrit comme quoi. Et je vous avoue que c'est assez hallucinant. Alors là, c'est Lawrence Krauss, c'est le physicien qui envoie un mail à Jeffrey Epstein. Mais comment ça se fait qu'il parle de ça, lui? Voici des idées pour des événements. Bon, là, il a fait une liste de. C'est pas que des artistes en fait, parce que Courtney Love, Joe Perry, Lana Del Rey, Marilyn Manson, Johnny Depp, Alice Cooper, Eric Idle, Daniel Levitin, je sais pas qui c'est, mais Steve Pinker, c'est pas un artiste, c'est un linguiste. C'est censé être un universitaire. C'est très troublant. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? D'ailleurs, après, on voit Richard Dawkins. Larry Page, c'est le cofondateur de Google. Noam Chomsky. Cet email n'a aucun sens. Cet email n'a absolument aucun sens. Là, c'est pareil, il y a une flopée de noms, on ne sait pas pourquoi. Quel est le rapport? Quel est le rapport?
les tweets comme ça, est-ce qu'il donne des explications? Parce que donc là il dit ouais il y a une bombe qui est tombée, blablabla. Mais où est la preuve les gars? Vous pouvez pas donner le lien, ce serait un peu mieux quand même. Ah, il y a quelqu'un qui dit qu'il ment en fait. Après lui il dit elle est littéralement mentionnée dans les fichiers Epstein comme potentiel. Ouais mais sauf que c'est pas la même chose. Bon, pour l'instant c'est pour l'instant il n'y a rien de spécial, hein. Bon ça m'énerve, je vais pas passer mon temps ça m'énerve. Alors ici on a une vidéo qui me dit faut le savoir. Alors attends, est-ce que c'est tout petit? Saviez-vous que lorsque les Français sont arrivés en Guadeloupe et en Martinique, en 1635, ces îles n'étaient pas du tout des terres vierges. Elles étaient peuplées depuis des siècles par les Kalinagos, un peuple amérindien que les Européens appelaient les Caraïbes. Ce moment marque le début de la colonisation française, née par des figures comme Pierre Belin d'Esnambuc. Au début, les relations étaient complexes. Ouais, en fait, il faudrait qu'ils changent leur façon de mettre les textes parce que là, c'est très chiant à lire en fait. Des échanges commerciaux, parfois des alliances, mais toujours une grande méfiance de part et d'autre. Mais cette situation n'a pas duré. Les colons français voulaient des terres, beaucoup de terres, pour y planter du tabac, puis de la canne à sucre. C'est là que tout a basculé. Face à cette appropriation de leur territoire, les Kalinagos ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont résisté avec acharnement, ils ont mené des attaques contre les postes français, organisé des guérillas dans les montagnes et saboté les installations des colons. Ils se battaient pour leur survie et la défense de leur monde. La réponse française a été d'une brutalité extrême. On parle de massacres, de villages incendiés et d'expéditions punitives. La politique était claire. Il fallait chasser les Kalinagos. Ils ont été repoussés des côtes vers l'intérieur des terres, décimés par les maladies venues d'Europe, comme la variole, et ciblés par de véritables campagnes militaires. En Martinique, les affrontements ont été particulièrement violents. Vers 1656, les derniers groupes de résistance Kalinagos ont été anéantis, tués, capturés ou forcés de fuir vers les îles voisines comme la Dominique. C'est un événement tragique qui a quasiment signé la fin de la présence amérindienne organisée sur ces deux îles. Cette histoire de résistance est souvent oubliée, éclipsée par la période de l'esclavage qui a suivi. Pourtant, ce qui s'est passé entre 1635 et 1656, soit 21 ans, était une véritable guerre coloniale. Une guerre pour la terre. Une résistance armée face à une tentative d'éradication d'un peuple et de sa culture. C'est une page essentielle de l'histoire des Antilles, qui mérite d'être connue et racontée. Voilà. Bon, par contre, la personne qui fait la vidéo, la prochaine fois, mettez plus que 2 mots par ligne, parce que sinon, c'est très très chiant à lire. Voilà. Est-ce que vous connaissiez cette histoire? Dites-le dans les commentaires. Alors ici, ce sont les pays qui ne taxent pas les cryptos.
Donc, vous avez les Émirats Arabes Unis, vous avez Chypre, vous avez le Portugal, vous avez le Panama, vous avez Singapour, vous avez Malte, vous avez la Barbade, vous avez les Bermudes, les îles Caïmans, Hong Kong, l'île Maurice, Vanuatu, Gibraltar, le Liechtenstein, la Slovénie, la Suisse, l'Uruguay, euh, El Salvador, Puerto Rico, et ils ont oublié le Paraguay. Alors on passe à la suite. La suite, c'est Elliot Chen, New Story entre Epstein et la Chine. Alors, y a-t-il des dons chinois? Epstein a aspiré à faire du commerce, à faire des marchés avec la Chine. Euh, donc, sa correspondance avec Peter Mandelson, qui, je le rappelle, était l'ambassadeur britannique aux États-Unis. Et il a travaillé de façon proche avec David Stern, un Allemand associé qui était proche du prince Andrew. Oui, mais sauf qu'ils n'ont pas réussi à atteindre la Chine. Donc les associés d'Epstein ont essayé de l'aider à construire un business avec la Chine. Deux hommes ont essayé de lier, de faire le pont entre Epstein et la Chine, Peter Mandelson et David Stern, alors que Stern pitchait Epstein pour accéder à la Chine. Il a rarement montré des preuves qu'il pouvait le faire. Voilà. Donc en fait, il a rien eu. Et les Chinois, ils ont bien fait de ne pas se laisser embarquer dans ce traquenard. Alors, vous avez été manipulé depuis le premier jour. Alors, ouais, mais ça dure 36 minutes. Bon, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. C'est Intuit Machine de Carlos I. Pérez. C'est quelqu'un qui travaille dans le machine learning, ce genre de choses, et qui est très au fait des dernières avancées en intelligence artificielle. Donc, c'est un compte que je recommande de suivre. Mais voilà, on va peut-être pas, on va pas se taper 36 minutes là comme ça, les gars. Non. Voilà. Alors ça c'est Ronald Bernard, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, un ex-banquier qui parlait des rituels pédosataniques. Donc maintenant les gens sont au courant que ça existe, c'est pas des trucs de délire, c'est la réalité malheureusement. Là qu'est-ce qu'on voit? C'est en Floride je crois. Randy Fine qui a été surpris en train d'appuyer sur les boutons de vote à deux collègues absents lors d'un projet de loi interdisant le boycott contre Israël. Voilà. Donc quelqu'un qui n'agit pas en faveur des États-Unis, qui n'agit pas en faveur de son pays, mais en faveur d'Israël. Voilà. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Une enquête du journal Le Monde révèle que Nina Keita, nièce du président Alassane Ouattara qui est dans les Epstein Files, qui a rencontré Epstein notamment par le biais de Ehud Barak, pour justement installer des systèmes de surveillance israéliens en Côte d'Ivoire. Donc ils ont échangé des mails, ouais, c'est confirmé. Hmm. Voilà. Là c'est bien parce qu'il montre dans la vidéo, donc vous avez les références, etc. Donc ça c'est quelqu'un qui fait bien le boulot. Ok. Alors ici c'est Pam Bondi. Alors, ouais, ça c'est un compte, c'est un peu en mode suceur. Moi je n'aime pas les gens qui sont des suceurs. Pam Bondi vient de télécharger le plus grand piège de l'histoire politique, blablabla. Bon, ça c'est parce qu'elle a arnaqué les démocrates, etc. Très bien. Sauf que Pam Bondi, j'ai vu récemment des dossiers pas terribles. Il faut que je retrouve la trace de la source, mais je vous la partagerai. Voilà. Donc méfiez-vous, ne vous ambiancez pas trop quand il y a des politiciens qui font des choses. Voilà. C'est pas parce qu'ils tapent sur votre ennemi politique que forcément c'est des gens qui sont fiables. Voilà. Bref, on passe à la suite. Oui, je rappelle vite fait ce qu'elle a fait, hein. Ce qu'elle a fait, c'est que les dossiers non caviardés, elle les a laissés en accès libre, sauf que euh, les personnes qui ont consulté leur nom ont été enregistrées et les recherches qu'ils ont faites ont été enregistrées. Donc c'est-à-dire qu'elle sait qu'est-ce qu'ils ont regardé. Voilà. Alors donc on a un rabbin qui nous dit, oh, c'est en français. Alors attendez, parce que là, quand un rabbin ose dire ce que les autres n'osent pas. Même l'État ne le savent pas. C'est un État dans l'État.
Comme dans tous les pays du monde, c'est pas la CIA, c'est pas le Mossad. Il y a un Mossad dans le Mossad, il y a une CIA dans la CIA, il y a un FBI dans le FBI. Ils sont 3 ou 4 ou 5 ou 10 à agir. Maintenant, regardez. On revient. Dire qui a créé l'islamisme. C'est pas Ismaël. On sait aujourd'hui, c'est un secret pour personne, que pratiquement tous les groupes terroristes ont été créés par la CIA. Pourquoi? Il y a différentes thèses. L'une des thèses les plus connues, c'est parce que c'est pour embêter, pour freiner l'expansion russe, peu importe. Tout le monde le sait, aujourd'hui on peut l'apprendre à l'école. Moi, c'est pas ma thèse, j'y crois pas comme étant la raison finale. À mon avis, c'est une raison donnée par la CIA pour calmer les gens, on jette un os. Voilà, on jette un os aux chiens pour qu'ils aboient. La vraie raison, ceux qui ont créé Al-Qaïda, c'est eux qui ont créé Daesh. C'est un secret pour personne maintenant. Et ceux qui ont créé les fameux mordis, là, comment on les appelle en français? Les rebelles. C'est eux qui ont créé les rebelles contre Assad. C'est tellement évident qu'ils s'en cachent même pas. C'est eux qui étaient derrière le coup d'État qui a fait tomber Moubarak. Il y a toute une politique de terrorisation du monde dans le but d'installer la mondialisation. Il y a quelques milliers de gens qui ont l'argent, le pouvoir. Ils se sont tous des Édomites, pas des Ishmaélites. Même s'il y en a, mais c'est l'idéologie édomite. L'intention de mettre l'humanité à genoux. Je sais, c'est fou, c'est incroyable. Voilà. Bon, faites ce que vous voulez de cette information. Alors ici, on a un membre de l'ISIS qui a été capturé. Et en fait, il s'est avéré que ce n'était pas Abu Hafs comme il était censé s'appeler, mais en fait Benjamin Ephraim, de nationalité israélienne et qui opérait pour le Mossad. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Donc, quand Yael Bonne-Privé était avocate durant 7 ans en droit pénal au sein du cabinet d'avocats d'Hervé Tebim, elle a défendu un certain Jean-Luc Brunel. Voilà, voilà. Maintenant, on comprend mieux pourquoi elle s'oppose à l'ouverture d'une commission parlementaire sur le sujet. Voilà, et on va finir avec ce tweet de Marc Rubio qui dit qu'en gros, il faut se remettre au colonialisme en fait. Voilà, pour la faire courte. Voilà, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, partagez et à très bientôt pour une prochaine vidéo.